Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci de votre fidélité. Le sommaire. Le baccalauréat technique a démarré depuis le 27 juin et se poursuit au lycée Koulibaly de Cotonou. Une équipe de la rédaction de Eden TV est allée faire le constat du déroulement du dit examen. Nous en parlerons dans ce journal. Promouvoir la culture béninoise à Lomé, c'est l'objectif du festival Mois de la culture béninoise à Lomé. Les initiateurs de cet événement étaient face à la presse ce mardi à Cotonou. En visite à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, le président français Emmanuel Macron a promis au président Muhammadu Buhari le soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez, les épreuves comptant pour l'examen du certificat d'études primaires CEP ont démarré ce lundi 2 juillet. Les épreuves écrites et orales se sont achevées ce mardi, place ce mercredi aux épreuves sportives composées du grimpé, de la vitesse du saut en hauteur, pour ne citer que celle-là. Notre équipe était au complexe scolaire public d'Akasato Centre pour faire le constat du déroulement des dites épreuves sportives. Sialons que l'examen du CEP va s'achever ce jeudi 5 juillet 2018. Parlant toujours d'examen, ce mardi 3 juillet 2018, une équipe de la rédaction était au lycée Koulibaly pour s'imprégner du déroulement du baccalauréat technique dont les épreuves ont débuté depuis le 27 juin dernier sur toute l'étendue du territoire national. Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan pour le compte-rendu. Le lycée technique Koulibaly abrite depuis le 27 juin 2018 l'examen du bac technique. Compose dans cet établissement les candidats au bac F3, un examen qui a démarré ce 27 juin pour reprendre fin le 12 juillet 2018. Ce mardi 3 juillet, les candidats sont en atelier pour la phase pratique. Après 2 heures de composition écrite, ils sont soumis à faire des montages électriques, suivant 3 étapes que nous décrit ici le superviseur professeur François-Xavier Fifatin. C'est le même problème qui va traiter pendant 8 heures. Pendant 2 heures, on le soumet à une étude personnelle du problème, il étudie le problème, il transcrit tout le problème sous forme de programme sur papier. On ramasse cette copie. Maintenant, on lui donne le même sujet, le corrigé, on lui donne le corrigé de ce qu'il vient d'étudier. On lui dit de saisir sur automate programmable le problème qu'il vient d'étudier, pour que le candidat qui avait mal étudié ne puisse pas continuer à mal introduire le programme. Et la troisième phase, ce qu'il a introduit dans l'automate programmable, il vient câbler ça sur des maquettes et pour faire des essais physiques et réels avec les machines, il fait tous les essais. Voilà les 3 étapes. À la suite du bac F3, les candidats en eau et assainissement ont rejoint le centre du lundi 2 au jeudi 5 juillet 2018. Vêtus de blanc, ces apprenants ont pour but d'analyser l'eau et ses composantes. Nos apprenants ici sont formés pour intervenir sur tous les aspects de l'environnement, le sol, l'air et l'eau. Et donc ici, par rapport à l'examen du bac ou à l'assainissement, nous avons des manipulations qui sont liées au traitement des eaux. Par exemple, aujourd'hui, les TP qui sont retenus sont ceux liés à l'expérience de GATES. Et le GATES, c'est une expérience qui permet de voir en réalité la quantité exacte de réactifs à utiliser lors du traitement d'une eau avant de lui donner une eau de qualité de rivière. Ensuite, nous avons un OTP qui est la détermination du taux de chlore dans l'eau de Javel. Vous savez, la pratique courante, c'est que les gens utilisent l'aquatable et puis sans se soucier de la dose qu'il faut pour traiter, on met un comprimé, décomprimé, donc à tâtons, et ça peut encore gérer d'autres problèmes. Un des camarades nous exprime ses motivations pour le choix de cette filière. L'eau est un élément crucial qui a besoin de plusieurs processus, plusieurs traitements pour la consommation. Ça, c'est de 1, de 2. La population béninoise aujourd'hui, il y a plusieurs qui meurent, qui tombent malades, qui sont dans les conditions inespérables à cause de l'eau. J'ai essayé de choisir cette filière parce que d'abord ça participe au développement du pays et de l'Afrique.
D'autres séries telles que le bac E et G1 vont démarrer respectivement le 6 et le 7 juillet, toujours au lycée technique Koulibaly. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue. Le palais royal d'Abomey est endeuillé. Sa Majesté Dada Djedjelanyi Agoli Agbo n'est plus. La nouvelle a surpris plus d'un. L'ancien ministre de la Culture, Ange Nkwe Raoul Glessougbe, ancien secrétaire général de la mairie d'Abomey-Calavi, se sont prononcés à ce propos. Nous avons recueilli ces propos pour vous au micro de Roland Laurent Toneikes. C'est avec surprise que nous avons appris cette triste nouvelle parce que personne ne s'attendait à voir cet événement arriver aujourd'hui, c'est-à-dire à voir le roi mourir de si tôt. Et parce qu'il était ruisselant quand même de santé, à mon humble avis, parce que chaque fois qu'on le voyait, on ne sentait pas qu'il s'apprêtait à partir. Mais tout homme doit toujours être prêt, parce que nul ne sait ni l'heure ni le jour, comme l'a dit la Bible. Et je crois que on ne peut que se recueillir devant cet illustre homme qui a incarné tout le royaume d'Abomey, qui était non seulement un roi, mais un père de famille, un sage, une puissance. Tout ce que je reconnais, c'est que ce roi, le roi Agoli Agbo, était un modèle. Et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est que la terre soit légère. Je ferai l'effort d'assister aux cérémonies autorisées. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que son âme repose en paix. Sa Majesté le roi Djedjelanyi Agoli Agbo est un grand homme du royaume de Dahomey. Qu'il vous souvienne toutes les vicissitudes qu'il a subies pour accéder au trône. Donc il a la légitimité quand on revisite l'histoire de notre pays, de ce royaume. Mais il a surmonté toutes ces vicissitudes pour plaider pour la cohésion des fils et des filles du royaume de Dahomey. C'est à son actif. Le 26 mai passé, j'étais dans son palais avec lui. On a fait des photos d'ensemble. J'étais dans une délégation. Le ministre Georges Guédou, le ministre Roger Dovornou et bien d'autres. On lui avait rendu cette visite de courtoisie. C'est une grande consternation pour nous, fils d'Abomey, surtout les cadres. Donc il est l'éclaireur, c'est le recours du royaume de Dahomey. Je crois que j'ai saisi l'occasion pour présenter à toutes les filles et à tous les fils du royaume de Dahomey mes vives condoléances, et à la famille du roi, à tous ceux qui animent et l'assistent au palais, je leur présente toutes nos condoléances. La culture béninoise sera célébrée à Lomé, la capitale du Togo, en octobre prochain. Pour présenter les contours de ce festival dénommé Mois de la culture béninoise à Lomé, les initiateurs ont animé une conférence de presse. Suivez le compte rendu. Initié par l'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle APIC et l'Agence Descartes, ce festival vise à contribuer au renforcement de la coopération entre les communautés béninoises et togolaises et favoriser le brassage et la cohabitation entre les deux peuples à travers des activités culturelles. Pour présenter le contexte et quelques activités prévues dans ce cadre, les organisateurs étaient ce mardi face à la presse. Le contexte est aussi marqué par justement le programme d'action du gouvernement. Dans son axe stratégique numéro 2, qui concerne l'amélioration de la gouvernance, il y a un focus qui est fait sur la diplomatie en général. Autre contexte qui nous a amené à initier ce festival, c'est la résolution sur la promotion du dialogue des cultures en tant que facteur de développement durable. Une résolution qui a été prise à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, qui s'est tenue à Antananarivo au Madagascar.
les 26 et 27 novembre 2016. Nous avons prévu au total 9 activités. Il y aura des activités d'intégration et des activités de promotion de la culture béninoise, dont une exposition d'art, une conférence publique sur le thème du festival qui est la place de la diplomatie culturelle dans les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo, une rencontre littéraire, un spectacle de danse béninoise et bien d'autres activités. Emmanuel Tomenti, directeur artistique du festival, a quant à lui présenté le point des dossiers des artistes béninois intéressés par le festival et vivant dans l'espace UEMOA. Il ressort que 58 dossiers ont été reçus, dont 55 du Bénin et 3 de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Mali. Je rappelle que, entre autres, il y avait des catégories comme le cinéma, la danse, la littérature, la musique, la peinture, la photographie, la sculpture et le théâtre. Les dossiers seront traités et transmis à un comité artistique qui se chargera de faire une présélection. Et nous rappelons à dire que seuls les artistes et groupes d'artistes présélectionnés seront contactés pour la suite pour compléter leur dossier et discuter des modalités de leur participation pour cette première édition de 2018. Nouratou Danko, représentante du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a rassuré les organisateurs du soutien du gouvernement. Le gouvernement de la République du Bénin a compris l'enjeu de la culture dans le développement économique du pays, raison pour laquelle le volet culture constitue un axe stratégique de son programme d'action. C'est pour cette raison que les représentations diplomatiques du Bénin dans le monde sont également mises à contribution pour révéler le Bénin sous tous les angles artistiques, culturels et touristiques. Donc, la première édition du mois de la culture béninoise à Lomé participe également de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et c'est en cela que le MAEC soutient votre initiative et le souhaite pour vous. Précisons que le coût total de ce festival du mois de la culture béninoise à Lomé est de 18 45 000 francs avec une participation sur fonds propres des organisateurs de 3 110 000 et 14 935 000 à mobiliser avec les partenaires. Le bloc de la majorité parlementaire est en phase avec l'amendement de la Constitution. Les députés du dit bloc ont avoué qu'il est temps de revoir les articles de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République. Ils l'ont fait savoir à travers un point de presse à Porto-Novo. Suivez le compte rendu. Dans les conclusions de ce séminaire national, il est apparu que certains points de cristallisation et qui ont fait l'objet de consensus nécessitaient, comme cela avait été dit, vous vous en souviendrez, si évidemment tout le monde en convenait, une révision ciblée de la Constitution de notre pays. Nous disons bien une révision ciblée, puisqu'il s'agissait de 4 points fondamentaux. En réalité, nous disons 4 points fondamentaux en élargissant, mais concrètement, nous avions dégagé 3 points lors du séminaire. Il s'agissait du point relatif à la création et à l'institutionnalisation dans notre pays de la Cour des comptes. Il s'agissait bien évidemment du point relatif au mécanisme devant promouvoir l'élection de la gente féminine dans notre Parlement au Bénin. Il s'agissait enfin de la nécessité de constater dans notre pays l'enchaînement tous les ans, pratiquement d'aujourd'hui jusqu'en 2031, des élections. Toutes les années de 2018 à 2031 sont des années ou électorales ou préélectorale. Seule l'année 2028 échappait à cette fatalité. Il est donc apparu nécessaire de trouver une solution afin que notre pays puisse préserver ses finances, afin également que notre pays puisse se mettre résolument au travail pour créer la richesse et pour le bien-être de nos populations. Nous avons regardé et nous disons qu'il faut veiller à ce qu'il ne soit pas introduit des points à polémique. Nous sommes avec les journalistes et nos populations aussi vont apprécier. Si, avec ce qui est dit
et qu'on ajoute exclusivement que ça, quelqu'un vient sur vos plateaux pour dire que c'est une nouvelle république, par exemple, et autres, et que vous ne le recadrez pas, quelle garantie je peux donner? Je ne peux pas donner de garantie. La garantie que je donne, c'est que ce soit totalement transparent pour que derrière ceci, et dans les phrases et dans les lettres, qu'ils ne trouvent pas des lettres et des mots qui soient équivoques. Si on a veillé à ça dans la rédaction, et je pense que les auteurs de cette proposition y ont veillé, donc c'est la meilleure garantie, chers amis. C'est une question politique, d'accord, mais on souhaite avoir le consensus politique sur ça. Ce n'est pas une nouvelle république. Et de deux, je suis très heureux que c'est sorti donc de vous-même, que c'est un amendement de développement. Donc ça veut dire que ça dépasse les frontières donc de politique politicienne. Je vous en prie, ce que nous avons dit là. Améliorer la représentativité des femmes, la Cour des comptes, harmonisation donc des élections pour économiser pour le pays et utiliser tout cet argent-là. En 2015, nous avons fait 3 élections. Nous avons fait plus de 90 milliards. 90 milliards pour un petit pays comme le nôtre, pour faire élection. 90 milliards. Alors que, si nous les avons regroupés, on pouvait faire ça avec 15 milliards. Et les 75 milliards qui resteront là, pouvaient servir à construire, qui resteront, pourront servir à faire les routes, à faire des écoles, à faire des hôpitaux, parce que nos populations avaient besoin. C'est ça la question. Vous venez de suivre une conférence de presse animée par le bloc de la majorité parlementaire. Le programme national de lutte contre le paludisme est désormais dans le collimateur du gouvernement. Des moustiquaires destinés à protéger les femmes et les enfants ont été détournés par des agents. 8 millions de tickets valeur à rembourser, 56 millions à justifier. Les citoyens béninois se désolent plutôt de cette attitude indigne de ces agents et demandent aux autorités d'aller juste au bout. Ils sont au micro de Aristide Setti et Damien Pedro. Le choc, parce que ça concerne les plus pauvres et les autres qui nous envoient ça. Les autres qui nous envoient ça, c'est l'argent de leurs contribuables. L'argent du contribuable et nous on gaspille. Mais vraiment, ça me choque. Jusqu'à présent, malgré le nombre de moustiquaires qu'on a partagé, on a distribué, il y a toujours des gens qui n'ont pas de moustiquaires. J'en connais, des pauvres, des très pauvres même. Et des gens se donnent le luxe de détourner moustiquaires, quand même. Vraiment, ça me choque. Ils n'ont qu'à comprendre, ils n'ont qu'à avoir pitié des plus pauvres. Il faut les sanctionner. Mais la sanction, c'est pas que c'est un avertissement pour qu'ils ne recommencent pas. Ils doivent comprendre ce qui se passait avant. S'ils avaient l'habitude de faire ça, ils ne peuvent plus continuer à le faire. Ils doivent laisser. Vraiment, ils n'ont qu'à comprendre le gouvernement aussi. Vous savez, aujourd'hui, le seul moyen pour lutter contre le paludisme, c'est les moustiques. Il faut avoir les moustiquaires dormir sous moustiquaires. Et le pauvre, celui qui est pauvre, qui aura besoin de cette moustiquaire, et cette moustiquaire qui doit être mis à la disposition du pauvre a été détournée par des agents. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Talon est en train de détruire les réseaux de corruption. C'est-à-dire les réseaux, les pratiques de corruption qui existaient il y a très longtemps. Ça, le programme national de lutte contre le paludisme, c'était un réseau. C'était vraiment un réseau. Sinon, on ne peut pas croire que rien que des moustiquaires presque gratuites, que les gens, on voit les gens en train de vendre ça dans la ville, hein. Au niveau de l'échangeur, tout ça, là, les gens vendent ça. Au fait, c'est un truc qu'on ne doit pas vendre. Et c'est destiné à la pauvreté, aux populations pauvres. Parce que les riches, eux autres, ils ont d'autres choses. À part les moustiquaires,
pour se protéger contre le paludisme. C'est d'aller au dernier retranchement. Ce n'est pas que de les avertir, non. Parce que si vous voulez montrer aux autres d'être corrects, il faut taper très fort. C'est-à-dire il faut taper fort pour donner signal aux d'autres personnes que ça là, on ne doit pas toucher à ça. Ce n'est même pas un comportement encouragé. Le détournement, ce n'est pas une bonne chose. Au CM2, nous avons toujours enseigné aux enfants la corruption, la lutte contre la corruption. Ça commence par le primaire. Même déjà en classe, lorsque un élève vole l'argent de son camarade, il est puni. Déjà depuis le CI, quand un enfant vole 25 francs ou 50 francs de son camarade et que ce dernier vient se prendre au maître, le maître punit, c'est une bonne chose de taper. Le ministre Oswald Omeki a remis à l'entreprise Sino Hydro les sites de construction des stades omnisports dans les communes d'Aplahoué, de Diakotome et de Dogbo. Il était accompagné pour la circonstance du préfet du Koufo et les élus communaux. Suivez le compte rendu de Jonas Boshi. Par ces remises de sites, le régime du nouveau départ joint l'acte à la parole pour désavouer ceux qui prennent le programme d'action annoncé par le président Talon pour de vains mots. Les jeunes des communes d'Aplahoué, de Diakotome et de Dogbo auront bientôt de quoi révéler au monde entier tout leur talent sportif parce que le gouvernement mettra à leur disposition d'ici 12 mois des stades omnisports de normes internationales. À la remise des sites ce lundi 2 juin 2018, le directeur des infrastructures nous précise les caractéristiques des joyaux à construire. C'est le même type d'infrastructure qu'on va mettre partout. Aplahoué, Diakotome. Ici, on est à Dogbo. On aura une tribune de 3000 places, comme j'avais déjà dit, semi-couverte. On aura une piste d'athlétisme de 8 couloirs. Après ça, on aura les aires de jeux de main, handball et basket. On va suivre la clôture. Si éventuellement il y a un problème au niveau de la clôture, on aura un château d'eau, on aura guérite, on aura tout ce qu'on peut avoir dans un complexe sportif. Le préfet du Koufo fait constater que le programme d'action du gouvernement est dans sa phase concrète et au nom des populations du Koufo, il en remercie le chef de l'État. Je voudrais demander, monsieur le ministre, d'être notre porte-parole auprès du président pour dire que le Koufo est content. Nous avons remis le site pour la construction de la préfecture et des autres infrastructures connexes la semaine passée. Nous sommes d'abord à Diakotome, nous sommes à Aplahoué, nous irons tout à l'heure à Dogbo. C'est le péage qui est en train de se dérouler sur le terrain. Il faut saluer cela. Je suis sûr qu'il viendra encore surprendre le Koufo. Pour le ministre Oswald Omeki, c'est sans tambour ni trompette que le président Patrice Talon a voulu surprendre agréablement sa population. Voilà pourquoi il a préféré agir avant de parler au lieu de parler avant d'agir. Le gouvernement s'est engagé à mettre à la disposition des populations plusieurs infrastructures, dont les stades omnisports pour lesquels nous procédons ce jour à la remise de sites. Ma présence ici est celle du chef de l'État qui m'a chargé de dire aux populations qu'il tiendra tous ses engagements et qu'au lieu de parler avant d'agir, il agira avant de parler. Nous n'avons pas l'habitude de poser les premières pierres, c'est pour ça que vous ne nous avez pas vu faire des spectacles avant ce jour où nous avons bouclé la procédure de sélection de l'entreprise après de bonnes études. Nous ferons des visites de chantier et nous reviendrons ici pour faire l'inauguration d'un stade qui, comme l'ingénieur l'a dit tout à l'heure, sera conforme aux normes internationales. Les travaux en question seront exécutés par l'entreprise Sino Hydro dans un délai de 12 mois. Devant les populations bénéficiaires, cette entreprise a promis livrer les joyaux au terme du délai contractuel.
En visite à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, le président français Emmanuel Macron a promis au président Muhammadu Buhari le soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme. Le Nigeria, au cœur de l'insurrection djihadiste de Boko Haram qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009, est un acteur militaire puissant en Afrique de l'Ouest avec quelques 200 000 hommes en uniforme. Des membres de Croissant Rouge récupèrent des corps de migrants noyés au large des côtes libyennes à Tajoura, à l'est de Tripoli. Le rythme des départs de migrants de Libye s'est accéléré après un accord européen visant à dissuader de telles traversées. 3 naufrages faisant près de 180 morts ou disparus ont eu lieu en 5 jours en Méditerranée. Les autorités algériennes organisent une visite de presse pour démentir les accusations de mauvais traitement des migrants subsahariens. Plus de 300 d'entre eux attendent dans un centre de transit à La Gouatte avant de monter dans des bus en vue de leur rapatriement mené par les autorités algériennes au Niger. Un long périple de plus de 2000 km dans la fournaise du sud algérien. Des ONG locales et internationales ont récemment accusé les autorités algériennes d'arrêter arbitrairement et d'expulser collectivement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, parfois en les abandonnant sans eau ni nourriture en plein désert. Des accusations aussitôt démenties par Alger qui a dénoncé une campagne malveillante. Environ 5000 personnes sont rassemblées devant la Cour suprême pour défendre les 27 juges dont la présidente Malgorzata Gersdorf, mis à la retraite d'office conformément à une réforme introduite par les conservateurs au pouvoir et fermement critiquée par la Commission européenne. L'affrontement entre le pouvoir politique polonais et la Cour suprême a éclaté au grand jour mardi. Pour le chef de l'État, la présidente de la Cour suprême polonaise n'est plus qu'une juge à la retraite, mais celle-ci refuse fermement de quitter ses fonctions. Madame Malgorzata Gersdorf n'est pas seule à être poussée vers la sortie. Une réforme contestée abaisse l'âge de la retraite des juges de 70 à 65 ans et touche 27 magistrats de la Cour suprême, soit plus d'un tiers de ses effectifs. Une purge a dénoncé Madame Gersdorf mardi matin. Madame, Monsieur, c'est sur cette brève que s'achève cette édition. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.